Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour discuter de ce que vous avez vu au CES 2025, parce que vous y étiez, donc ça c'est important. Avant de commencer, d'aller directement dans le CES, je vais rappeler qu'au sein de RA Pro, on est en train de faire la synthèse du CES, de toutes les annonces qu'on a vues, de ce qu'on a vu de l'extérieur, de ce que vous avez vu de l'intérieur. Comme d'habitude, on veut faire une synthèse courte, et comme toutes les années, elle ne sera pas courte. C'est pour ça qu'on met un mois à la faire, mais ça c'est normal. Et elle devrait être disponible, allez, on va dire début février, sachant que début février c'est demain, on va dire dans les 15 premiers jours. Commençons par le commencement. Vous pouvez me dire 2 mots de vous, chacun, Valérie, Jean-Philippe, vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors, moi, je m'appelle Valérie Riffaut-Cangelosi et je gère Rehabs Consulting, qui est une société de conseil spécialisée dans la XR. Donc, j'accompagne des entreprises dans les déploiements de solutions de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et aussi, ayant travaillé 10 ans pour un fabricant de lunettes connectées, j'ai une spécialité sur la partie lunettes connectées, lunettes intelligentes en général. Et moi, Jean-Philippe Ancos, j'ai plusieurs casquettes. Entre autres, je travaille pour la société Nagarro, qui est une ESN, une grosse ESN de 20 000 personnes, avec une posture où j'ai un pied dans l'IoT, un pied dans l'IA et un pied dans la XR, donc beaucoup moins expert que vous, avec le propos d'essayer de trouver des idées innovantes pour inventer des nouveaux sujets, typiquement les miroirs connectés ou ce genre de sujet. Parfait. On va commencer par le sentiment général du CES, parce que c'est quand même une sacrée foire à la technologie. Donc avant de rentrer un peu dans la XR, est-ce que vous pourriez me dire quel a été votre sentiment général cette année? On va peut-être commencer par Jean-Philippe et puis ensuite Valérie. Eh ben, écoute, donc pour moi, c'est la cinquième année, je crois, que je vais au CES. Je trouvais qu'avant le covid, il y avait beaucoup de wow effect, de choses un peu magiques. Depuis 2 ans, c'est beaucoup plus sérieux. Cette année, je trouve que les objets, les innovations sont beaucoup plus rationnelles. Il y a beaucoup moins de bullshit, comme on dit souvent, et dans tous les domaines. L'année dernière, c'était, on va dire post-covid, donc beaucoup de santé. Là, tous les sujets sont à peu près égalitaires. Beaucoup moins de retail parce qu'il y a la NRF qui est juste après. Après, sur la partie XR précisément, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de choses ou des choses qu'on avait vues les années précédentes. Et c'est une année un peu de raison, au sens où l'année dernière, il y avait des grosses nouveautés, comme par exemple sur les écrans transparents où il y avait vraiment eu des sauts de technologie. Cette année, on sent que c'est la next step, c'est comment on en fait des produits. Valérie? Alors, moi, je suis assez d'accord avec Jean-Philippe sur l'effet waouh. Moi, c'était mon 7e CES. Et alors, peut-être après, c'est vrai, quand on y va régulièrement, on est peut-être voilà, moins impacté. J'ai rencontré des gens qui allaient au CES cette année pour la première fois. C'est vrai qu'ils avaient plus d'étoiles dans les yeux. Je pense qu'il y a aussi ça qui a modéré. Mais c'est vrai que voilà, il y a une rationalisation. C'est très orienté business globalement. Et la seule chose que je trouve qui reste quand même donc vraiment visible, c'est effectivement l'intelligence artificielle, parce que elle est utilisée maintenant. C'est pas juste un mot. C'est chaque entreprise pour ses différentes activités va intégrer de l'IA, et on est dans un peu une rationalisation de l'IA dans la mesure où ça devient plus compréhensible, je trouve, plus visible dans le vrai usage et les solutions. Donc, il y a cette partie IA qui était ultra transverse et vraiment clairement visible. Et puis, il y a aussi un peu tout ce qui est aspect robotique, robots humanoïdes, petits robots très kawaii, voilà. Donc, il y avait un nombre incalculable, je trouve, cette année de petits robots, effectivement gérés aussi avec de l'intelligence artificielle, ou qui peut devenir soit un petit poupon pour juste superviser les bébés, ou un petit chien avec lequel on peut jouer pour meubler ces grandes journées tristes. Donc voilà, et puis une vaste vraiment gamme de produits différents qui fonctionnent dans cet aspect-là.
Alors, si on focalise un tout petit peu sur la partie XR, on a fait l'exercice, hein, comme toutes les années, de voir un petit peu dans les entreprises inscrites, celles qui s'inscrivaient dans les catégories XR. Alors, en revérifiant, parce qu'il y en a certains, on ne sait pas trop ce qu'elles font là, mais grosso modo, cette année, c'était intéressant de voir qu'on a à peu près le même nombre d'entreprises XR que l'année dernière. On en a compté 411 hein, sur les catégories, donc 418 l'année dernière, 411, c'est à peu près la même chose. À peu près comme l'année dernière aussi, on a l'Asie qui est largement dominante en termes de nombre d'entreprises. Si vous vous rappelez l'année dernière, 2024, si je fais un petit truc à l'arrache, hein, c'est moitié Asie, un quart Amérique du Nord, un quart Europe. C'était ça. Cette année, c'est un peu plus de la moitié Asie, alors un tout petit peu plus, toujours un quart Amérique. La petite différence que j'ai notée par rapport à l'année dernière, c'est que l'Europe a pas mal régressé quand même. On est plutôt à 12 à 13% d'entreprises européennes. Par rapport à 25, c'est pas négligeable. Et puis on voit des entreprises intéressantes émerger, en tout cas des pays. L'Inde, par exemple, est très présent dans la XR, très présent, entre guillemets, est présent dans la XR beaucoup plus que l'année dernière. Je crois qu'ils étaient complètement invisibles. On a Taïwan et le Japon qui reviennent aussi dans les premières places. Bon, alors, dans les premières places, hein, USA, Chine, Corée du Sud, c'est même pas le trio gagnant, c'est le trio qui est dans la division supérieure de tous les autres en termes de nombre d'entreprises, avec des Chinois qui sont plutôt orientés matériel, ce qui est assez classique, des Sud-Coréens qui sont plutôt orientés logiciel, ce qu'on avait vu l'année dernière et qui est confirmé cette année, et puis des Américains qui sont un peu mix entre les deux. Donc c'était intéressant de voir ça. On donnera des chiffres plus précis après dans notre article. Alors le petit bonheur, je vous en avais parlé, c'est que il y a presque 100 boîtes cette année qui présentaient des solutions de réalité augmentée, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, il y en avait 60. Et depuis quelques années, en fait, tous les ans, on voit une progression constante des entreprises qui proposent de la réalité augmentée, des logiciels, des plateformes, du matériel. Alors évidemment, cette année, et on va aborder le sujet, il y a eu pas mal de propositions matérielles et surtout pas mal de propositions de lunettes. L'effet Ray-Ban Meta a battu son plein. On l'avait déjà un peu l'année dernière. Il y a déjà pas mal de lunettes, mais là, je crois que on n'a pas fini de les lister tous. On va être à une vingtaine de modèles et je suis sûr qu'on n'a pas tout vu. Alors, ces lunettes. Alors là, on va commencer par toi, Valérie, qui est la grande spécialiste des lunettes. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces lunettes? Alors, effectivement, c'était le marché de Noël des lunettes, ce CES, parce qu'il y en avait absolument partout. Il y en avait dans des secteurs où elles étaient attendues, où effectivement on rassemblait un peu toutes les lunettes et les casques, mais il y en avait aussi dans les travées de toutes les boîtes chinoises qui, dans leur portfolio de produits électroniques grand public, avaient aussi des lunettes diverses et variées. Donc, je pense qu'on ne va pas parler de lunettes de réalité augmentée pour la grande majorité des modèles qu'on a vus. En revanche, effectivement, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment suite à l'annonce de Ray-Ban Meta et de leur volume quand même pour notre marché, pour notre secteur, assez succès, considérable. clairement. Eh bien, du coup, effectivement, les sociétés asiatiques très promptes à pouvoir développer rapidement des produits simples ont sorti un certain nombre de lunettes qui sont simplement en fait des lunettes avec des spécifications type haut-parleur, microphone, un GPU, un Bluetooth, qui se connectent au téléphone et qui permettent, grâce notamment à une couche IA supplémentaire, de pouvoir faire des applications de base, répondre au téléphone, avoir de la traduction en temps réel, un téléprompteur, etc. Et ces lunettes, finalement, en fait, ne remettent pas en cause la prescription des utilisateurs, qui reste quand même un gros challenge pour notre industrie en général, puisque tout est dans le frame, enfin dans la monture des lunettes, et que en fait, on peut juste utiliser simplement sa prescription. Donc ça, c'était vraiment le premier niveau, et on se rend compte
très rapidement que finalement, ce sont des produits qui sont relativement simples à fabriquer si on a une usine et on est un peu déjà dans ce monde-là, et que du coup, il va y en avoir encore beaucoup qui vont arriver. Alors, Euh, juste ça, c'est important ce que tu dis parce que ça m'a vraiment très impressionné. C'est facile aujourd'hui de fabriquer ce type de lunettes à un point que moi j'imaginais même pas. C'est-à-dire là on parle des lunettes, hein, on parle pas de tous les revendeurs de composants qui ont fait des modèles qui sont plus des modèles de démonstration pour montrer qu'ils savent faire tous les composants d'une lunette, mais on arrive même à avoir des prestataires qui proposent carrément des lunettes en EOM. Dites-nous un peu ce que vous voulez, on va le construire et c'est parti. Donc c'est d'une facilité assez déconcertante. Complètement. Et ça, c'est important ce que tu dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont positionnées comme des reference design pour pouvoir fabriquer pour des tiers. Donc, par exemple, je suis une grosse société, je sais pas, dans le monde du luxe ou de l'automobile, et aujourd'hui, je veux aller construire une paire de lunettes pour mes clients, pour brander, enfin, à ma marque. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller réinventer la roue. Il y a suffisamment d'offres finalement sur le marché aujourd'hui pour aller trouver un bon partenaire pour aller développer une paire de lunettes et rajouter sa marque dessus, euh, qui fait en fait des produits assez intéressants pour des applications de base, mais qui reste quand même voilà, une première marche pour la lunette connectée, ce qui est bien pour nous aussi, hein, parce que effectivement, dans le monde de la lunette de réalité augmentée, il y a aussi ça, il y a l'adoption, le fait de vouloir bien porter des lunettes connectées. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est voilà, c'est une toute première marche, sachant que la marche suivante, bah, il y a beaucoup moins d'acteurs, c'est là où il y a un écran. Et là, on rentre dans des complexités qui ne sont pas forcément l'écran en elle-même, parce qu'on est plutôt sur de l'affichage tête haute, monochrome. Donc, on sait très bien que sur le marché, il y a toutes les technologies sont disponibles pour faire ça, mais effectivement, il y a la complexité de pouvoir intégrer la prescription de l'utilisateur quand lui-même porte déjà des lunettes dans cette configuration. Donc là, en fait, on voyait vraiment une grande masse de fournisseurs sur la partie juste tous les composants sont dans la monture et le verre n'est pas impacté. Puis alors quand on monte d'un étage, on a encore moins en fait parce que l'écran est intégré. Et effectivement, on en parlera après quand on parle carrément en lunettes de réalité augmentée. Alors là, ça se restreint un peu. Les complexités montent, donc forcément le nombre de fournisseurs diminue proportionnellement. Alors, une des conséquences, c'est que c'est très compliqué de classer les lunettes sur cette édition parce que on a l'impression d'avoir un spectre continu avec des composants divers depuis des lunettes qui n'ont quasiment rien, si ce n'est un haut-parleur, jusqu'à l'équivalent d'un HoloLens, quoi. C'est vraiment assez compliqué de trouver des classes ou des cases où les mettre. Jean-Philippe, toi, est-ce que tu as des modèles qui t'ont sauté aux yeux? Est-ce que tu as été convaincu par certains? Ouais, enfin, disons, comme vous le disiez, déjà le gros changement, c'est l'autonomie. On est à 8 à 12 heures d'autonomie sur les Ray-Ban-like. Je dis Ray-Ban-like, tous ces modèles de ce style-là. Et léger, c'est-à-dire qu'on est à 30, 40 grammes, donc quelque chose qu'on peut porter tous les jours. Et déjà, c'est un énorme pas, parce que ça va permettre de les tester en vrai, dans la vraie vie, avec les vrais cas d'usage. Après, moi, j'ai été plutôt attiré par, comme Valérie, les look tech, parce que on n'est pas dans l'univers méta, donc avec la complexité, les problèmes d'éthique de data, etc. Et on a des lunettes chinoises classiques, style Ray-Ban, en espérant qu'on puisse facilement avoir accès aux fonctionnalités, à la fois de la caméra, de l'audio et tout ça, parce que c'est toujours une inconnue. L'avantage des Ray-Ban, c'est que bah, ils ont, je crois, 1 million d'utilisateurs, donc ou plus peut-être. Et donc, c'est sûr que ça marche, mais on rentre dans un moule, donc avantage inconvénient. L'autre paire de lunettes que j'ai baqué, où justement on passe sur l'étape d'après, et comme on en discutait en off, on ne sait pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être décevant. C'est les Hallyday qui affichent un mini écran micro LED au-dessus de la lunette. Est-ce que ça va marcher? Il y a des gens qui commencent à critiquer, d'autres qui disent que ça marche bien. En tout cas, elles ont l'avantage d'avoir l'autonomie et d'apporter une nouvelle fonctionnalité. Par contre, elles n'ont pas de caméra. Donc, c'est un trade-off et puis on verra ce que ça donne. C'est une question que je voulais vous poser parce on a déjà évoqué
Bon, cela, dans un précédent article il y a quelques temps sur ERA Pro, sur la présence ou non de caméras. Et puis, je vois que pas mal d'experts, en fait, sont en train de discuter là-dessus. Alors, mettre une caméra sur une paire de lunettes, ça a des conséquences, hein, parce qu'il faut traiter le flux, il faut de la place pour le mettre, c'est un peu plus cher parce qu'il y a des composants, et il faut surtout de l'énergie pour faire fonctionner une caméra. C'est un peu les bases. Il y a eu beaucoup de discussions sur la privacy, les choses comme ça. On se rappelle tous des Google Glass et des choses comme ça. Mais par contre, il y a une discussion qui est arrivée il y a pas longtemps sur la capacité de la lunette à comprendre son environnement. C'est-à-dire, en gros, que les fameuses intelligences artificielles ou les assistants qu'on met dans les lunettes puissent servir à quelque chose, c'est-à-dire qu'on puisse leur transmettre des données et qu'ils puissent nous apporter de la valeur ajoutée. Sans la caméra, c'est compliqué de comprendre son environnement. Et certains disent en gros que tous les modèles qui sont proposés aujourd'hui sans caméra, ils vont avoir beaucoup de mal à profiter de l'assistance intelligente pour faire quelque chose de propre. Vous en pensez quoi, vous? La caméra, ça va devenir un composant obligatoire, un peu qu'on est obligé de mettre. Alors peut-être comme X-Reel avec les caméras qu'on plug et qu'on déplug, je ne sais pas. Comment vous voyez la suite? Valérie, Bah, peut-être? techniquement, je pense que tout le monde va essayer d'aller vers qui peut le plus, peut le moins. Je pense qu'effectivement, la marche n'est pas si haute que ça, juste d'avoir les composants dans la monture et rajouter les caméras. C'est un petit peu plus complexe, mais je pense pas que c'est là où réside le plus de complexité. Et du coup, je suis pas sûre non plus que la différence de prix soit extrêmement forte. Donc, de mon point de vue, je pense que la plupart vont essayer d'avoir des caméras parce que aussi le facteur de forme n'est pas très impacté par l'ajout de la caméra non plus. Donc, ça veut dire que vraiment, techniquement et en termes de fabrication, finalement, vous pouvez les utiliser ou pas les utiliser, mais les lunettes aussi, telles que les Ray-Ban Meta, sont aussi pour les réseaux sociaux, sont aussi pour prendre de la photo, faire de la vidéo, etc. Donc, avant même l'analyse de l'environnement, voilà, autour de soi, il y a quand même déjà une sorte de besoin un peu intrinsèque de la caméra pour les utilisations qu'ils mettent en valeur. Donc, moi, je pense que ce sera vraiment ce que les majorité des fabricants vont essayer d'atteindre dans les mois, années à venir. Jean-Philippe? Ouais, je pense que malheureusement, à ma grosse déception, Google Glass s'est pris une énorme claque qui a fait un peu une traversée du désert pendant 10 ans. Et c'est super dommage parce qu'en fait, effectivement, il y a un a priori vis-à-vis de la caméra et l'enjeu, il est social. Les gens se disent: «Oh mon Dieu, tu es en train de me regarder», surtout en Europe, alors qu'en fait, ils sont déjà en train d'être regardés par des tonnes de caméras dans la ville, autour d'eux, dans les magasins, et cetera, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est vraiment un aspect psychologique qu'il faut absolument faire sauter parce qu'après, les cas d'usage sont dingues. Moi, mon rêve, quand tout le monde sera équipé de bodycam ou de lunettes, c'est pouvoir faire de la photogrammétrie sur un lieu. Il y a eu un problème, un accident, n'importe quoi, on récupère tous les flux de toutes les caméras et on fabrique un modèle 3D du lieu en photogrammétrie. C'est des technos qui commencent à être fiables et ça donnerait tellement de plus-value. Et puis bon, tous les usages IA, et cetera, comme tu le décris. Donc oui, le sens de l'histoire, c'est d'y aller. Après, c'est un blocage social et sociétal plus qu'autre chose, je pense, et européen. Alors, social, sociétal, et puis faut se rappeler que la CNIL est en train d'examiner en France les conséquences des caméras sur les lunettes Meta, puisqu'on a une régulation qui n'est pas compatible avec je filme tout n'importe comment et peu importe ce que tu en penses. Donc ça aussi, ça va être la petite discussion qu'on va voir arriver dans l'année. Valérie, toi, Jean-Philippe nous a parlé des lunettes à l'idée qui l'ont charmé pour l'instant avant de les utiliser pendant 8 heures d'affilée. On verra si c'est bien. Toi, Valérie, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a une paire que tu retiens sur Oui. tout ce que tu as vu? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est malgré l'offre pléthorique, on se rend compte que les marques commencent déjà à essayer de trouver des différenciations. C'est exactement ce que tu disais. Il y en a tellement, comment les personnes vont choisir. Donc, je pense que certains fabricants sont déjà rendus compte qu'ils rentraient dans un marché où le choix serait difficile. Donc, j'ai trouvé assez intéressant que certains déjà se positionnaient sur des usages.
Donc on avait la marque Lock, par exemple, qui est en fait financée par ByteDance, mais qui se positionnait comme des lunettes TikTok. Il y a des Indiens, Mustard Glass, qui eux offraient une plateforme et une marketplace pour que des gens puissent développer sur un système totalement ouvert leurs propres applications. Il y a donc la marque que j'ai backupée, moi, c'est LookTech, comme Jean-Philippe annoncé, donc j'espère les recevoir d'ici 2 mois. Eux, leur positionnement, c'est de dire on va vraiment faire attention à vos datas. On n'est pas intéressé par les récupérer parce que nous, on est un fabricant de matériel, donc c'est une boîte de Singapour. Et du coup, ils offrent la possibilité de choisir un peu son LLM, on a de mémoire Claude, Gemini, enfin bref, il y a trois choix différents qui peuvent rassurer un peu l'utilisateur avec des fonctionnalités dans l'application du téléphone, parce que on doit se rappeler aussi que toutes ces lunettes, toutes petites, euh, aujourd'hui, en fait, récupèrent toute l'intelligence du téléphone, sont systématiquement connectées en Bluetooth au téléphone. Donc ça, c'est important aussi. Donc, mais ça permet aussi d'avoir des outils de pilotage à travers le téléphone. Donc Lutech, par exemple, dit vous pouvez faire en sorte qu'aucune de vos datas soit récupérée, de bloquer la privacy, etc., etc. Donc eux, c'est un peu leur angle marketing. Et je pense qu'il y a pas mal de marques aujourd'hui qui essaient de trouver un différentiel qui font qu'ils vont pouvoir se positionner sur le marché. Alors, j'ai une petite question aussi toujours sur ces lunettes. Est-ce que vous avez vu les différents OS utilisés? Est-ce que c'est toujours du propriétaire? Est-ce que c'est de l'Android-like tuné un peu comme on peut? J'ai un peu de mal à chaque fois à voir comment les choses tournent. Je pense que ça dépend du GPU aussi qu'ils utilisent, du CPU qu'ils utilisent. J'ai vu qu'il y en a qui disaient on utilise Snapdragon, donc uniquement avec les téléphones compatibles avec Snapdragon. Je pense qu'il y a des orientations, il y en a qui disaient compatible iOS et Android. Donc à mon avis, ils avaient aussi, il y a beaucoup de couches propriétaires parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de parties software dans ces lunettes, hein. Elles sont essentiellement liées au téléphone. Donc, je suis même pas sûre vraiment que sur les parties les plus light, il n'y ait aucune considération de ce type-là, en fait. C'est C'est plus. purement un accessoire, quoi. Ouais, exactement. Et c'est un accessoire. Fondamentalement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est un peu éloigné aussi du monde de la XR tel qu'on le considère et qu'on le gère. C'est que c'est vraiment un écran déporté du téléphone quand il y a des écrans, ou un outil qui va remplacer les haut-parleurs, le micro et les choses qu'on fait aujourd'hui avec son téléphone en gardant la tête haute, en n'ayant plus le dos courbé et son téléphone dans son champ de vision. Voilà, on remonte les informations au niveau de la tête, les lunettes. C'est intéressant parce que les lunettes aussi ont des haut-parleurs, donc on pense aussi aux produits comme Nuance, qui est un produit d'Essilor-Luxottica pour les gens qui ont des difficultés d'audition. Mais voilà, on peut aussi essayer de penser à toutes les combinaisons que ces lunettes vont apporter sur des produits aujourd'hui qu'on a. Alors, on a peut-être un produit auditif, mais on a aussi des AirBuds, on a aussi, je sais pas, des micros pour augmenter le son de la voix, ou enfin, il y a plein de choses aujourd'hui. On peut imaginer qu'une paire de lunettes bien ficelée et dans lequel on met un peu de techno va pouvoir remplacer aussi un certain nombre d'accessoires qu'aujourd'hui on a de façon séparée et assez diverse. C'est intéressant, ça veut dire que les séparations sont multiples dans ces catégories de lunettes. C'est peut-être pour ça qu'on ne sait pas trop comment les aborder avec ou sans écran, autonome ou pas autonome, accessoire ou matériel, etc. C'est assez marrant. Alors, j'ai noté quelque chose. Alors moi, j'étais pas au CES, je me trompe peut-être, mais j'ai pas vu dans les fabricants de lunettes et dans les propositions des choses ayant trait à la santé. Donc, comme tu disais, les lunettes, c'est bien, c'est près des yeux, c'est près des tempes. Ça pourrait être un excellent capteur de signaux de santé. On peut tout capter. J'ai pas vu cette proposition sur les différents modèles. Je sais pas si vous en avez vu, vous. Non.
Non. L'année dernière, il y en avait beaucoup. Cette année, il n'y en avait pas du tout. L'année dernière, il y avait des choses pour la myopie, il y avait des choses pour. Enfin, il y avait vraiment différentes Ah, approches. Et ouais. maintenant, ça a été carrément calmé. Alors sur la santé, alors sur le traitement, on l'a noté hein, dans notre synthèse, il y a une paire de lunettes qui est vraiment dédiée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la DMLA. Donc ça, on l'a bien vu. Et c'est marrant pour moi, je parlais plutôt, tu vois, Jean-Philippe, de capteur. C'est-à-dire de dire, dans ma lunette, finalement, bah, je fais ce que je fais avec ma montre connectée, avec mon ring Samsung vendu hors de prix pour capter ma tension cardiaque. Il n'y a pas encore cet effet-là de concentration. Peut-être comme le dit Valérie, on met tout dans la lunette, attends faire de tout mettre, allons-y. Hein. Ouais, je pense que le Oui, problème, c'est toujours le poids et l'autonomie. Hein. C'est exactement. ça la guerre pour l'instant. Exactement. Et je pense que c'est la première année, effectivement, où beaucoup de fabricants s'essayent à ce genre de produit. Donc, ça viendra probablement, mais ouais, Jean-Philippe a raison, c'est vraiment ça. Hein. On est dans l'acceptabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller au-delà de 40 grammes. Parce qu'on est dans un principe où on remplace les lunettes qu'on porte tous les jours. Et du coup, il faut vraiment rester dans une limite acceptable. Donc, je pense que probablement tous les compromis qui vont être faits là dans les années à venir, c'est justement ça. C'est quel genre de techno on peut rajouter dans la lunette qui, en fait, n'augmente pas le poids, n'augmente pas la taille et fait que le produit restera socialement acceptable. Donc on attend avec impatience d'avoir les premiers modèles des Orion de Meta pour voir si c'est vraiment une révolution et comment tous les autres vont suivre en gros. Oui, j'ai un doute, mais ok. Alors moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on parle de fonctionnalité. On est en train de dire que toutes ces lunettes-là sont facilement acceptables par les gens, mais elles vont se différencier, donc, comme on a dit, entre plus ou moins de fonctionnalité, plus ou moins d'autonome. J'espère qu'on n'arrivera pas dans quelques années à un monde où on a 4 paires de lunettes, un peu comme ce qu'on avait avant, pour voir de près, voir de loin, celles qu'on a perdues et celles qu'on va perdre. Là, on aura celle pour la santé, celle pour gérer nos écrans déportés, etc. Les prochaines années risquent d'être folkloriques. Une puce dans le cerveau. Ça c'est l'étape d'après. Et des Alors, lentilles avant dans les yeux. aussi, oui. Ah, vous avez vu des lentilles sur le CES ou pas du tout? Non. Pas du tout. Pas cette année. Pas cette année. Non. C'est ce que je me disais aussi. Maintenant qu'on a beaucoup parlé de lunettes, on va quand même parler un tout petit peu des autres choses de la XR. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? Je vais peut-être commencer le truc en disant qu'on a vu le casque. Alors le casque, je l'appelle toujours casque Sony. Vous savez, celui qui a été présenté l'année dernière. Zim. Alors, je fais attention parce que je pensais avoir compris ce qu'était Xim et en lisant différents comptes rendus, je suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que l'équipe Sony entendait par Xim. L'année dernière, on a eu un modèle qui était développé avec Siemens, dont l'objectif était le monde industriel. Cette année, on a un truc qui est arrivé qui s'appelle Xim, mais qui est à la fois le casque et l'écosystème qui va autour. Et ils appellent ça Projet Xim en plus, les équipes de Sony. Si j'ai bien compris, c'est pas tout à fait ce qu'on avait vu l'année dernière. C'est une déclinaison un peu plus orientée professionnelle, mais pas tout à fait orientée industrie. Si vous avez des différences entre les deux, je veux bien les entendre. Bref, j'ai lu les comptes rendus et à la fin, je sais plus du tout ce qu'on m'a présenté. Ce que je sais, c'est qu'on n'a toujours pas de date de disponibilité et pas de prix. Et que les caractéristiques sont temporaires comme le nom. Ça, c'est aussi les déclarations de l'équipe. Ça fait beaucoup de je sais pas quoi. Vous avez eu l'occasion de le tester, de le voir? Oui, il était sur le stand Sony. Donc, en fait, il a été effectivement annoncé, mais l'année dernière, lors du keynote de Siemens, c'est pas un produit exclusif Siemens. En revanche, d'après ce que j'ai compris, le produit est vraiment voué à faire du design collaboratif. Donc, c'est un produit pour des ingénieurs et pour de la collaboration. Et de fait, la démonstration qui avait été vraiment lors du CES
faire de la construction, mettre des pièces en place, arriver voilà, à construire un monde avec la maniabilité, parce qu'ils ont cette espèce de petite pince là, qui est en fait un outil de contrôle que j'ai trouvé assez sympa, en fait, assez maniable, assez ergonomique. Avec un anneau aussi, oui. Et avec aussi un anneau, mais il y a cette espèce de petite pince. Alors, je sais pas, il faudra trouver un nom pour ce nouvel outil UX. Mais voilà, donc en fait, on était seuls, mais on sentait bien que c'était un truc vraiment voué à pouvoir construire quelque chose dans l'immersif de façon collaborative avec d'autres designers, d'autres ingénieurs et travailler dans un monde partagé. Je crois que c'est la semaine dernière, Siemens a fait un lancement mondial de XYN, là, XIN, en tout cas du casque Sony. Et donc, j'ai pas pu y aller. Il y en avait à Paris, mais il y avait dans plein de villes du monde de façon simultanée. Ils ont vraiment lancé le concept. Et je parlais avec des gens qui avaient été à ce lancement. Ils étaient assez intéressés par le fait que, en fait, c'est l'intégration avec les produits Siemens qui était vraiment intéressante. C'est-à-dire, on collabore pour construire ou évaluer un truc en temps réel. Tout se télécharge dans les outils Siemens. Quand on fait des modifications dans les outils Siemens, ils se voient en 3D automatiquement dans ce monde immersif. On peut vraiment interagir de façon simultanée dans l'élaboration de nouveaux concepts ou de nouveaux produits. Donc, voilà, je pense que c'est un peu l'idée. Je pense qu'ils ne sont pas aussi attachés à arc-bouter sur le poids, le form factor, le truc, le machin. Ils sont vraiment arc-boutés sur l'usage, qui est un peu unique et segmenté. Et Siemens, c'est un premier partenaire. Je pense qu'ils seront amenés à peut-être construire d'autres partenariats. En revanche, effectivement, pas de date de disponibilité. J'ai vu la deuxième itération au CES. Donc, il y en aura d'autres, je pense. Et puis, pas de prix non plus à ce stade. D'autres éléments de la XR qui vous ont, enfin, de l'univers XR, du matériel ou des logiciels qui vous ont intéressé, sur lequel vous avez pu, je sais pas, avoir un test ou quelque chose comme ça? Alors, moi, j'ai un produit, si je peux me permettre, juste avant qu'on ferme le sujet lunettes, parce que on fait quand même de la XR, donc j'ai trouvé quand même qu'il y avait un produit qui avait vraiment bien, enfin une marque qui avait vraiment bien avancé sur le développement, c'est Xril. Oui, les vétérans. Leur modèle One est quand même vraiment impressionnant, et notamment la finesse de leur pancake. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que dès qu'on rentre dans de la réalité augmentée, souvent, derrière les jolies façades qu'on peut voir sur les images, il y a un gros pancake à l'arrière qui fait que les produits sont toujours un petit peu imposants. Et puis, effectivement, quand on porte des lunettes, c'est un portable, etc. Là, ils ont réussi à faire un pancake vraiment beaucoup plus fin, avec une qualité d'image vraiment bluffante. En tout cas, pour la taille et le poids du produit, je pense qu'ils sont vraiment dans la bonne direction. Et là, on a vraiment du binoculaire, de l'image, du Full HD. On peut avoir 3 écrans, on peut avoir de l'image aussi, avec maintenant un minimum d'ancrage, puisque effectivement, ils ont des caméras vouées aussi à ancrer des produits dans la réalité. Je pense que, ouais, si je devais dire aujourd'hui, pour le marché grand public, c'est le meilleur compromis aujourd'hui qu'il y a sur le marché de la XR. Et je Et crois que c'est les Xril, seuls qui sont compatibles Android XR en plus. Totalement. alors Donc, Xril, ils sont en avance aussi sur le fait qu'ils développent leur puce, hein, si j'ai bien compris. Ils ont Oui, développé leur c'est propre la puce. première. Mm. Ils ont développé leur système OS Nebula parce que leur lunette est autonome, elle. Elle peut, elle peut se brancher sur n'importe quoi et faire et fonctionner. Enfin, autonome. Elle n'a pas de, Filaire. elle a pas de batterie, hein, mais il y a un système d'exploitation dedans en fait. D'autres éléments. Alors, moi, j'ai vu l'Apple Vision Pro Like. Il y a eu pas mal de discussions. Le Day Play for Dream. Vous l'avez peut-être vu. C'est Non, je c'est ne l'ai une, pas vu. c'est une entreprise chinoise aussi, je crois. Hein. Play for Dream. Il faudrait que je revérifie. Avec une idée de, on fait un Vision Pro 2 fois moins cher. Ah Au oui. moins, c'est clair. Bon.
Je sais pas ce que c'est de l'Indiegogo, de la précommande. On verra un peu ce que ça donne. J'étais déçue de ne pas voir Samsung aussi avec leur projet Mohan, là. Pas Je encore, pense ouais. que, pas Ils ont fait encore, beaucoup d'annonces, mais ils sont pas venus le présenter. mais il ressemble beaucoup à la Vision Pro aussi C'est en vrai. termes de look. Mais Jean-Philippe? Bah, non, j'ai pas vu de choses vraiment sur la partie XR qui récupère mon attention. Il y a quelques projets que j'ai trouvé intéressants. Une startup française qui s'appelle Arta. En gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une caméra pour les aveugles qui permet de capter l'image et qui vont la restituer de matière haptique à partir d'une ceinture. Ce que j'ai trouvé super cool sur ce projet, c'est que, en fait, c'est un projet que j'avais dans les cartons depuis 2016, parti d'un TED Talk, où il s'avère qu'en fait, on a dans le cerveau, on a des neurones de disponibles dès qu'on a un stimuli dans le dos. Et donc, eux, ils utilisent la caméra comme source d'information et ils envoient le stimuli dans le dos via la ceinture haptique. Et en fait, d'après la théorie, au bout d'une semaine, le cerveau se recable et on réussit à avoir ce genre de choses. D'accord. Et donc, ça ouvre plein d'usages de comment on va connecter le monde réel et le virtuel avec cette source d'information et qu'on va développer potentiellement des sixièmes sens. Donc voilà, c'est ce genre de choses que j'ai vu sur différentes thématiques que j'ai trouvé assez chouette. Est-ce ouais, que beaucoup d'aptique Ah, aussi. pardon. C'est ce que Non, j'allais te demander justement, ouais. Valérie. Où en est l'aptique? L'aptique, tous les ans, il y a des propositions. Enfin, on connaît les vestes, on connaît les gants, on connaît des choses comme ça. Où ça en était sur cette édition-là? Bah, moi, j'en ai vu pas mal. Je pense qu'il y a une sorte en fait, de stabilisation parce qu'effectivement, faut rendre les systèmes plus robustes. Je pense, voilà, l'exemple des gants, par exemple, Aptix a des super gants, mais effectivement, ils sont toujours connectés à une machine qui devient de plus en plus petite d'année en année. Donc, il y a vraiment de la progression, Hmm. extrêmement bon en termes de réactivité, de sensation, etc. Mais voilà, je pense que toute la partie gants est en train voilà, de devenir plus opérationnelle, plus commercialisable, etc. Même chose pour les vestes. Donc, on voit les produits, on voit des marques qu'on connaît déjà qui arrivent avec des produits de plus en plus affinés. Et puis, toujours des petits nouveaux qui aussi viennent complémenter avec des technologies peut-être un peu différentes, voire des produits plus intégrés avec des combinaisons intégrales, avec des capteurs un peu à tous les niveaux. Ça reste une vraie technologie dont la XR va avoir besoin. Je pense qu'on va toujours les voir aujourd'hui sur le marché, mais à nouveau, pour que ça devienne... J'entends aussi les clients ou les prospects qui sont encore un peu dubitatifs sur le fait de vraiment, de façon totalement opérationnelle, utiliser ces produits et qui pourraient répondre à des besoins. On est souvent sur l'industrie, mais on peut être aussi sur le gaming, par exemple, voir des sortes de t-shirts avec des capteurs où on peut se prendre des coups de feu, enfin des shots quand on joue à certains jeux et ressentir un petit peu voilà, toutes les sensations qui sont procurées par le jeu. C'est pas mal pour gagner dans l'immersion et pour avoir des jeux plus, euh, voilà, plus réalistes. Je pense que c'est aussi des marchés sur lesquels toutes ces sociétés veulent se positionner parce que là, en plus, il y a la possibilité potentiellement de faire des volumes si on arrive avec un produit bien passé et relativement abordable. C'est toute la difficulté, oui, de ce marché qui est en dents de scie, en fait, d'année en année, avec des avancées. On recule, on réavance sur certaines choses. Alors, comme tu l'as dit, hein, sur le jeu ou sur les autres, ça dépend aussi beaucoup de la disponibilité du contenu, ça dépend de la disponibilité du matériel, des casques ou des choses comme ça. Donc, on va voir un peu comment ça évolue. Il y a un autre marché aussi qui évolue en fluctuant pas mal, et je me tourne vers toi, Jean-Philippe, c'est les miroirs connectés. Alors, sur Era Pro, je crois qu'on suit les miroirs connectés depuis 15 ans, parce que c'est assez fascinant. C'est un peu comme les lunettes, le miroir. C'est un objet de la vie quotidienne. On a l'habitude de le voir et on peut en faire des usages absolument délirants. Donc en réalité augmentée, c'est capter la tête et dire vous êtes fatigué ou faire apparaître des machins, des usages de santé, de maquillage, j'en sais rien, de potentielle tenue, etc. Mais ce marché des miroirs connectés, alors lui, pour le coup, il est en dents de scie depuis très longtemps. Il y a des propositions.
qu'on voit qui s'en vont. Il y a des prototypes. Il n'y a pas d'explosion. C'est comme les frigidaires présentés au CES connectés. On en voit tout le temps, toutes les années, mais on n'a pas l'impression que ça rentre en fait chez les gens. Comment tu vois ça, toi? Bah, ouais, c'est exactement ça, en fait. Le sans miroir que j'ai vu, c'était celui de SmartThings, de WeThings, Mm. qui, proposait un miroir qui était juste un dashboard. Déjà, c'était un concept, c'était pas un produit et c'était un dashboard des données de santé. Donc c'est intéressant parce que c'était très propre, grand miroir, vertical et cetera, mais ça ne faisait qu'afficher des données de santé. À côté de ça, il y avait d'autres acteurs comme Barracuda ou autres, qui les années précédentes justement avaient fait plein de choses assez chouettes et là, en fait, on avait juste une espèce de tablette planquée derrière le miroir, mais avec peu d'usage, cette volonté de se connecter aux objets et donc un peu décevant et celui qu'il faut garder, c'était une démo technologique qu'il faut garder en tête, c'est celui de Samsung, qui était un miroir avec un écran micro LED et du coup la luminosité, de l'écran micro LED perçait bien le miroir et donc on avait vraiment une bonne qualité d'image. Par contre, le cas d'usage, il était, assez triste parce qu'en fait, l'erreur que font beaucoup de miroirs, c'est de retourner le flux vidéo d'une caméra et donc en fait, il y a cet effet de reflet dans l'écran. Mais du coup, quel est l'intérêt du miroir si on a un espèce de reflet par la caméra? Et souvent, il y a cette erreur d'expérience utilisateur qui est faite. Typiquement comme ça, ou les miroirs tactiles avec toutes les traces de doigts, alors qu'Amazon a dit que, d'après leurs tests utilisateurs, il ne faut surtout pas que le miroir soit tactile parce que les gens ont peur de choper des maladies ou ce genre de choses. Donc concrètement, moins de miroirs, moins d'effets waouh, des réalisations qui sont correctes mais pas délirantes, et pourtant la thématique, cette année, au CES, c'était l'ultra personnalisation dans le retail. Donc l'ultra personnalisation, c'est comment je vais interagir avec les gens et leur faire une expérience premium. Donc justement, le miroir s'y prête bien. Donc c'est bizarre effectivement, comme tu disais, ces allers-retours en permanence. Valérie, je voudrais t'interroger sur une dernière chose que tu as mis en lumière à ton retour et sur tes comptes rendus du CES, c'est la 3D sans la 3D. Alors, on va peut-être être plus clair là-dessus. Le phénomène de rentrer dans des expériences en 3D, mais justement sans avoir besoin de lunettes, de matériel compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu et qu'est-ce que tu as vu? Alors, je pense que ça part du postulat que certaines entreprises pensent que l'adoption des lunettes, enfin des casques, je pense que là on est plus sur la partie casque de Ouais. réalité virtuelle, n'arrivera jamais. C'est-à-dire que la massification de l'utilisation des casques, du fait de leur facteur de forme, de l'enfermement, etc., n'est pas un aboutissement en soi. Donc ça, c'est je pense, leur postulat de départ. Du coup, ils essaient de trouver des solutions alternatives qui permettent effectivement d'avoir ce rendu 3D, cette forme d'immersion, quelque part, sans avoir ce dispositif sur la tête. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites historiquement avec la projection notamment. La projection aide beaucoup à pouvoir créer ce genre d'immersion. Maintenant, on trouve aussi des écrans qui permettent d'avoir la possibilité de rentrer dans des univers 3D, mais de façon… Alors là, je ne parle pas de regarder un film avec des lunettes 3D, hein, c'est pas… On parle vraiment de profondeur de champ avec des technologies qui ont différentes couches en fait d'informations. Et du coup, on est vraiment dans de la 3D. Donc, on est sur des produits qui sont, quand on parle d'écran d'extrêmement haute qualité, hein, on est sur du 4K, 8K, voire plus. Donc, la qualité doit être extrêmement importante pour qu'on puisse vraiment voir ce genre d'usage. Alors, de solutions, parce qu'en termes d'usage, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que les matériels eux-mêmes sont assez encombrants, relativement chers. Donc là, on s'adresse plutôt à des marchés professionnels, plus que des marchés grand public. Et puis aussi, donc du coup, ces sociétés qui maîtrisent ces technologies peuvent l'appliquer à d'autres cas d'usage. Donc
Là, notamment, donc, il y avait une société qui s'appelle Brelion, que j'avais déjà vue l'année dernière, qui est une société américaine de mémoire. Comme ils maîtrisent bien cette technologie multicouche de profondeur, donc effectivement, ils présentent ça sur des écrans. On peut avoir tout type d'écran et toute taille, hein. Il y a d'autres fournisseurs aussi qui font des petits écrans où on a cette espèce de profondeur pour présenter des produits. Mais Brelion, par exemple, l'intégrer dans une voiture. Parce qu'effectivement, on peut très bien comprendre qu'on peut avoir la visibilité de son tableau de bord ou des informations avec différents niveaux de couches d'informations qui donnent de la profondeur et juste de la compréhension, une bien meilleure compréhension que des affichages 2D avec des interactions possibles, etc. Donc là, on voit bien, dans l'application voiture, je voyais bien comment effectivement ce genre de technologie pouvait apporter de la valeur. Après, effectivement, je pense qu'il va falloir trouver surtout des cas d'usage parce que autant les produits maintenant semblent assez aboutis, affinés. C'est vrai que bon, voir un produit en 3D dans un petit écran, même si on peut le manipuler, le regarder, etc., voilà, on se voit difficilement comment le mener à l'échelle et comment ça pourrait bénéficier les utilisateurs tous les jours. Donc c'est une tendance intéressante quand même Ouais. qui semble émerger. Plus de fabricants qu'avant. Ok. Il y a une boîte que j'ai vue qui était pas mal, qui s'appelait MetaVista 3D, qui propose de faire des couches d'écran un peu comme les Looking Glass. Donc, suivant sur l'angle sur lequel on regarde l'écran, on voit cet effet 3D. Et ils le font en spécifique sur l'écran que l'on souhaite augmenter, entre guillemets. Et ils avaient deux cas d'usage. Premier cas d'usage, j'ai une caméra 3D et en live, je vois la 3D. Deuxième cas d'usage, j'ai un contenu 2D et à ce moment-là, avec de l'IA, ils cherchent la profondeur des objets et fournissent l'information. Et leurs clients étaient d'un côté le côté santé, je suis en train de faire une opération chirurgicale et je vois en 3D le patient parce que j'ai une caméra qui est bien positionnée. Et l'autre cas d'usage, c'est par exemple dans l'horlogerie, où ils montraient que monter une petite pièce, c'est compliqué de montre, etc. Donc la caméra 3D, non seulement elle filme en 3D, mais en plus elle zoome, ce qui fait qu'on voit en gros sur un écran en 3D ce qu'on est en train de faire. Et donc je trouvais les deux cas d'usage assez intéressants. Ok. Ah, écoutez, c'est très intéressant. Je vais vous demander tous les deux un peu une sorte de conclusion sur. Alors, on a eu le sentiment général au début, mais là, on va pouvoir faire une conclusion sur la XR avec un petit fil. Je vous propose un petit tips aussi. Dans ce que vous me dites, il y a beaucoup d'usages qui semblent pas vraiment focalisés sur les consommateurs. Le CES, c'est consumer, normalement, c'est des produits consumer. Et j'ai un peu l'impression dans ce que vous me dites qu'il y a beaucoup de propositions plutôt pour le B2B. Alors c'est peut-être une déformation du monde de la XR. Est-ce que en conclusion, vous avez vraiment vu des produits consumer ou c'est plus compliqué que ça? Je sais pas qui veut commencer. Bah, en fait, je pense que les produits finis, pour la plupart, sont consumer. En revanche, le CS, définitivement, c'est une place de business. C'est fait pour trouver des investisseurs, trouver des acheteurs, trouver des distributeurs pour distribuer localement. C'est une plateforme pour mettre en avant des nouvelles technologies, etc. Mais effectivement, au fin du fin, c'est quand même des produits qui sont voués à être utilisés par le grand public. Donc, moi, je pense qu'effectivement, en ce qui nous concerne, cette partie lunettes, c'était vraiment très visible, très impactant pour effectivement notre industrie et les gens qui, comme moi, s'intéressent au sujet. Il y avait une vraie offre et je pense que c'est extrêmement encourageant pour les lunettes en général. Je pense qu'on a besoin d'adoption de lunettes, de compréhension et d'usage de monsieur tout le monde. Je pense que d'avoir des lunettes ultra simplifiées, c'est un premier pas, des lunettes connectées qui apportent une forme d'intelligence et qui vont nous ouvrir aussi la voie à pouvoir rajouter des technologies, rajouter des écrans, ça fera la promotion de l'ensemble en fait de l'écosystème et c'est une très très bonne nouvelle pour le futur. Jean-Philippe, même question.
Oui, je suis d'accord avec Valérie. J'ai trouvé que sur les lunettes, on était vraiment sur du B2C et que les lunettes pro un peu VX et cetera étaient plus difficiles à trouver. Après, ça dépend comment on navigue dans le CES. Et globalement, tout ce qu'on voit, c'est du B2B2C. Typiquement, une boîte comme iRoom Ascend qui propose un device pour faire de l'odeur et de la 5D. Ben, en fait, c'est pour du magasin et pour de l'expérience en magasin. Donc, la cible finale, c'est le consommateur, mais il faut faire de l'argent et donc on vend ça au business pour que ça avance. Donc en conclusion, c'était une belle édition. Oui, très. C'est toujours nouveau, donc c'est chouette à chaque fois d'avoir des surprises. Mon seul regret, c'est que j'ai trouvé pré-Covid qu'il y avait quand même beaucoup plus de sérendipité, d'innovation, de trucs où tu te dis ah tiens, ça je l'ai pas vu dans tel pays ou telle autre chose. Et c'est vraiment plus sérieux depuis 2 ans, je trouve. Enfin, c'est mon ressenti. Eh bien, écoutez, sur ce ressenti de sérieux, on va conclure. En tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Valérie pour ce débriefing à presque chaud. Je ne veux pas dire à chaud parce que ça fait quelques temps quand même, mais à presque chaud du CES. Et puis, si vous êtes intéressé, rendez-vous donc dans quelques jours pour un compte rendu un peu plus précis sur la partie réalité augmentée et XR sur le site de RA Pro. Je vous remercie et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous.